Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce matin, nous avons un thème qui est porté sur la cinématique, dont le titre qui sera enseigné concerne les paramètres cinématiques de mouvement. Mais avant tout, dans les classes de 10e, 11e et 12e année, vous aviez déjà vu ce qu'on appelle la cinématique. On vous a dit que c'est une branche de la mécanique qui étudie le mouvement d'un corps, mais sans tenir compte des causes qui produisent le mouvement. Et vous devez retenir une chose, que la cinématique ne s'intéresse pas, comme on l'a dit, à la cause ou bien aux causes qui peuvent produire le mouvement d'un corps. C'est simplement une simple description du mouvement en fonction du temps. Et pour cette partie, concernant les paramètres cinématiques du mouvement, nous verrons d'abord en premier lieu le vecteur position, comment déterminer le vecteur position, les coordonnées du vecteur position dans le repère cartésien. Ensuite, le vecteur vitesse, comment déterminer ses composantes dans le repère cartésien et éventuellement aussi sa norme. Et enfin, le vecteur accélération. En petit ton, le vecteur position. Mais vous devez d'abord savoir qu'en cinématique, l'état de repos ou de mouvement d'un mobile dépend du référentiel choisi. Et cela vous a été enseigné déjà dans les basses classes en 11e année, à savoir le caractère relatif du mouvement. Pour dire qu'un corps est en mouvement, c'est bien sûr par rapport à un référentiel donné. Donc, pour étudier le mouvement d'un corps, il faut d'abord savoir faire le choix judicieux du référentiel, car en fonction d'un référentiel, un mobile peut être au repos et en fonction d'un autre, il est en mouvement. Choisissons le repère cartésien, le repère d'espace cartésien R. R, O, I, J, K. Nous voulons déterminer les coordonnées X de M, Y de M et Z de M de notre point mobile, qui est notre oiseau, dans ce repère cartésien R, O, I, J, K. Pour cela, nous savons que cet oiseau, en volant dans l'espace, son image se forme dans le plan OX, OY. Voici son image qui se forme dans le plan OX, OY. Projetons cette image-là sur l'axe OX, de même sur l'axe OY. Donc la projection sur l'axe OX parallèlement à l'axe OY nous permet de déterminer X de M, et également la projection de cette image sur l'axe OY parallèlement à l'axe OX, je dis bien parallèlement à l'axe OX, nous permet de déterminer Y de M. Et en mesurant la distance qui sépare cette image qui est formée dans le plan OX et OY et notre oiseau, l'oiseau et son image, cette même distance, et à partir de là, nous avons la cote OZ, donc Z de M. Vous avez désormais les coordonnées X de M, Y de M et Z de M de ce point mobile M qui est notre oiseau. Et le vecteur OM, voici le vecteur OM. Le vecteur OM. Comme nous le savons, un vecteur est caractérisé par son point d'application, sa direction, son sens et sa norme. Le point d'application de ce vecteur OM, c'est le point O, qui est l'origine du repère. Sa direction, c'est la droite OM. Son sens de O vers M et sa norme, c'est la distance de O à M. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur OM? Nous savons bien évidemment que l'origine O du repère a pour coordonnées 0,
0 et 0. Donc, le vecteur OM aura pour coordonnées x de m moins x de O. X de m moins x du point O. Ensuite, y de m moins y du point O. Et enfin, z de m moins z du point O. Mais x de O est égal à 0, y de O égale à 0, z de O égale à 0. Ce qui nous permet d'écrire l'expression, ou bien qui nous permet d'écrire les coordonnées du vecteur OM, à savoir x, c'est petit y, z de m moins z de O, c'est ce qui est petit z. Le vecteur OM a pour expression petit x fois i plus y fois j plus z fois le vecteur k. Je le disais, i, j et k sont des vecteurs unitaires ici qui constituent la base de ce repère cartésien. Donc, vous avez l'expression du vecteur position de ce point mobile qui est notre oiseau. Donc, dans le repère d'espace cartésien, un point mobile M est repéré à travers son vecteur position. Lorsque nous connaissons ses coordonnées x, y et z, nous pouvons en déduire ici l'expression de son vecteur position. Voici l'expression du vecteur position. Du vecteur OM. La norme de ce vecteur, c'est la distance de O à M. Donc, cette norme qui est la distance de O à M, elle est égale à la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, x, y et z étant les coordonnées ici du point mobile M dans le repère d'espace cartésien. On retient que la norme du vecteur position OM est la racine carrée, je reprends, x au carré plus y au carré plus z au carré. Et son unité, c'est le mètre dans le système international. Et en petit 2, nous avons le vecteur vitesse. Et vous devez savoir que le vecteur vitesse d'un point mobile dans un repère donné caractérise la variation du vecteur position. Je m'explique. Égal à 0, ce tableau est mon référentiel. Mais à l'instant T1, je suis dans la même position. À l'instant T2, dans la même position. Cela veut dire quoi? Entre les instants T1 et T2, ma position n'a pas changé. Donc je dirais alors, dans le repère qui est lié à ce tableau, ma vitesse est nulle. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, on considère qu'à l'instant T1, voici ma position par rapport à ce tableau. À l'instant T2, ma position a changé par rapport à ce tableau. Entre les instants T1 et T2, ma position a changé. Donc, pendant cet intervalle de temps, je peux dire que j'étais en mouvement. Et par conséquent, ma vitesse n'était pas nulle. Donc, nous pouvons dire ici que le vecteur vitesse caractérise la variation du vecteur position, mais dans le temps. Cette variation, c'est ce qu'on appelle ici la dérivée. Et comme nous le savons, la cinématique n'est qu'une simple description du mouvement en fonction du temps. Le vecteur position varie dans le temps, cela caractérise ici le vecteur vitesse. Donc nous pouvons noter par définition que le vecteur vitesse instantané, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position à l'instant.
Et remplaçons le vecteur position par son expression. On obtient la dérivée par rapport au temps de x, y, vecteur plus y, par le vecteur j, plus z, fois le vecteur k. En appliquant la propriété des dérivées, on obtient la dérivée de x par rapport au temps fois i plus la dérivée de y par rapport au temps fois j plus par rapport au temps fois le vecteur k. Mais bien évidemment, vous devez savoir que lorsque le point mobile est en mouvement, ses coordonnées x, y et z varient aussi dans le temps. Sur un schéma, ou bien sur ce schéma, si je considère que le point mobile, mon oiseau, s'est déplacé par exemple jusque là, son image qui se forme dans ce plan nous permet de déterminer aussi ses coordonnées x', y' et z'. Par conséquent, x va changer, y va changer et z va changer. Donc, c'est pour vous dire ici que x est une fonction du temps, y est une fonction du temps, z est une fonction du temps. Mais les vecteurs i, j et k sont constants dans le temps. Donc, nous pouvons considérer que dans ce repère, le vecteur vitesse instantanée, c'est la dérivée de x par rapport au temps que nous allons noter par x' fois le vecteur i, plus la dérivée de y par rapport au temps, qui est y' fois le vecteur j, plus z' fois le vecteur k. Donc, quelles sont les coordonnées du vecteur vitesse? Ces coordonnées dans ce repère d'espace cartésien, le vecteur vitesse instantanée a pour coordonnées x', y' et z'. X', on va l'appeler Vx. Y', on l'appellera Vy. Z', on l'appellera Vz. Autrement dit, Vx, Vy et Vz sont les composantes du vecteur vitesse dans ce repère cartésien. Donc, nous pouvons écrire ceci. Le vecteur vitesse a pour coordonnées Vx, Vy et Vz. Et quelle est du vecteur vitesse? Je m'excuse. La norme de ce vecteur vitesse à un instant t donné, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Voici la norme du vecteur vitesse étant exprimée en mètres par seconde. Petit 3, le vecteur accélération. Vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération instantanée, par définition, c'est aussi la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et nous venons de le dire que le vecteur vitesse caractérise la variation du vecteur position. Et de la même manière, le vecteur accélération caractérise aussi la variation du vecteur vitesse dans le temps. Donc cette variation, elle est notée ainsi, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Nous avons petit a, vecteur accélération, accélération en coordonnées cartésiennes. Pour le vecteur cartésienne.
Le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Nous allons remplacer le vecteur vitesse par son expression en coordonnées cartésiennes. D'où A, c'est la dérivée par rapport au temps. Le vecteur vitesse, son expression, c'est Vx fois I plus Vy fois J plus Vz fois K. Et nous avions dit tout à l'heure que Vx, c'est ce qui est la dérivée de x. Vy, c'est la dérivée de y. Et Vz, c'est la dérivée de z. Pour continuer, le vecteur accélération a pour expression la dérivée par rapport au temps. Et ici, Vx, Vy, Vz étant les coordonnées du vecteur vitesse étant les coordonnées du vecteur vitesse, on peut appliquer la propriété des dérivées. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de Vx fois I plus la dérivée par rapport au temps de Vy fois J plus la dérivée par rapport au temps de Vz fois le vecteur K. Et ici, je vais rectifier, c'est la dérivée de Vx par rapport au temps, le tout fois le vecteur I. Et nous allons noter la dérivée de Vx par rapport au temps est notée par Ax fois le vecteur I plus la dérivée de Vy par rapport au temps, nous allons la noter par Ay fois le vecteur J et la dérivée de Vz, c'est Az fois le vecteur K. Voici l'expression du vecteur accélération. Et quelles sont ses coordonnées? Le vecteur accélération a pour coordonnées Ax et Az. On peut dire que Ax, c'est la dérivée de Vx. Autrement dit, c'est Vx dérivée. Ay, c'est Vy dérivée. Et Az, c'est Vz dérivée. Donc, nous pouvons retenir que pour retrouver le vecteur accélération, il faut dériver deux fois le vecteur position. Car Vx étant la dérivée de x, donc c'est-à-dire on dérive x deux fois pour retrouver Ax. On dérive y deux fois pour trouver Ay et z deux fois pour trouver Az. Donc Ax, Ay, Az sont les coordonnées du vecteur accélération. Du vecteur accélération dans le repère cartésien, c'est la racine carrée de Ax au carré plus Ay au carré plus Az au carré. Et nous pouvons encadrer ce résultat. L'accélération étant exprimée en mètres par seconde carré. On voit le vecteur accélération. Le vecteur accélération et base de Fresnel. Du vecteur accélération dans le repère cartésien, c'est la racine carrée de Ax au carré plus Ay au carré plus Az au carré. Et nous pouvons encadrer ce résultat. L'accélération étant exprimée en mètres par seconde carré. On voit le vecteur accélération. Le vecteur accélération et base de Fresnel.
La base de Freinet, elle est constituée de deux vecteurs. U, c'est-à-dire que la base de Freinet, ce sont les vecteurs unitaires de cette base. Et lorsque nous avons un point mobile qui décrit une trajectoire plane, curviligne, c'est-à-dire ou circulaire dans un cas particulier, et comment déterminer les coordonnées du vecteur accélération dans cette base, dans la base UN. D'abord, vous devez, la direction du vecteur vitesse est toujours tangente à la trajectoire en un point donné. Je considère que j'ai une trajectoire curviligne quelconque et mon point mobile se déplace de A vers B. Étant en A, je veux déterminer la direction du vecteur vitesse. Pour cela, je trace la tangente à la trajectoire en A. Voici la tangente. Cette tangente-là désigne la direction du vecteur vitesse. Mais dans quel sens le vecteur vitesse sera orienté? Le sens du vecteur vitesse est celui du mouvement. Comme le mobile se déplace de A vers B, nous pouvons ainsi représenter le vecteur vitesse. Voici le vecteur vitesse du mobile au point A. Mais si le point mobile se déplaçait de B vers A, le vecteur vitesse serait orienté dans le sens contraire. Donc, pour ce cas présent, considérons que le mobile se déplace de A vers B. Vous avez non seulement la direction du vecteur vitesse, mais aussi le sens. Voici la direction et le sens du vecteur vitesse du point mobile qui se déplace de A vers B. Comment représenter le vecteur unitaire U de la base de Freinet? Le vecteur U a même sens que le mouvement, autrement dit même sens que le vecteur vitesse. Voici le vecteur U. Donc, nous retenons que le vecteur U de la base de Freinet est orienté dans le sens du vecteur vitesse. Ce vecteur est collinéaire au vecteur vitesse et de même sens. Maintenant, nous allons... Je disais bien évidemment, vous avez la direction du vecteur vitesse et celui du vecteur unitaire U. Donc, ce axe-là représente la tangente à la trajectoire au point A. Et nous allons tracer une droite perpendiculaire à cette tangente, mais passant par A. Voici cette droite qui est perpendiculaire à la tangente. Cette droite-là est appelée la normale. Donc, cette normale a pour vecteur unitaire N qui est orienté vers le centre ici de la partie concave. Autrement dit, le vecteur unitaire N est centripète. Voici le vecteur unitaire N. Et je vais encore continuer. Le mobile poursuit son mouvement de A vers B. En B, nous allons déterminer la tangente, la direction du vecteur vitesse en B, déterminer la tangente, représenter le vecteur unitaire U et aussi le vecteur unitaire N en B. Je détermine la tangente à la trajectoire en B. Et je représente le vecteur vitesse en B. Et ici, j'ai VA et là, VB. Et comme je le disais, le vecteur U a même direction, même sens que le vecteur vitesse. Voici le vecteur U. Et je vais encore perpendiculaire à la tangente en B. Cette droite est appelée la normale.
Et nous pouvons représenter le vecteur n, comme je le disais, le vecteur n est toujours centripète. Donc, le centre ici de cette partie curviligne étant orienté vers la partie supérieure, on peut dire que n aussi est orienté vers la partie supérieure. Voici le vecteur n. Donc, vous devez retenir que le repère de Freinet est directement lié au mobile en mouvement, contrairement au repère cartésien. Les vecteurs U et N constituent la base de ce repère. Donc, observez bien, la direction du vecteur U en A et celle de U en B. Regardez bien les directions, elles ne sont pas parallèles. Cela veut dire quoi? Lors du mouvement de notre point mobile, le vecteur U change de direction et de sens, idem aussi que le vecteur N. Donc, les vecteurs U et N ne sont pas constants dans le temps au cours du mouvement du point mobile. Donc, revenons aux vections. Nous avions dit, vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Mais, dans ce repère de Freinet, la direction du vecteur vitesse est tangente à la trajectoire. Donc, c'est la même direction et le même sens que le vecteur U. On peut écrire alors dans le repère de Freinet, le vecteur vitesse n'est que tangentiel. Donc, c'est V fois le vecteur U. Le vecteur vitesse n'a pas de composante suivant la normale. Donc, nous pouvons remplacer le vecteur vitesse par son expression qui est A est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. C'est V fois le vecteur U. Et le vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et ici retenons que le vecteur vitesse peut changer de direction et de sens à chaque instant, tout comme aussi le vecteur U. Donc V, le module du vecteur vitesse peut changer, la direction du vecteur vitesse aussi peut changer. Donc dans ces conditions, nous avons deux variables V et U. Donc en appliquant la propriété de la dérivée, on aura la dérivée de V par rapport au temps fois le vecteur U plus, maintenant nous dérivons U, la dérivée, ou bien je peux écrire V fois la dérivée de U par rapport au temps. Donc, voici l'expression du vecteur accélération. Mais, en développant, on obtient que A, la dérive égale à la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps fois le vecteur unitaire U. Et là, cette dérivée de U par rapport au temps, on peut l'écrire à travers des démonstrations mathématiques. On trouve que c'est V carré sur R. Mais R étant le rayon de courbure de la trajectoire à un point donné où se trouve, je dis bien à un point donné. Je parle du lieu géométrique où se trouve le mobile. Donc, fois le vecteur N. On multiplie par le vecteur N. Et nous savons que dans le repère de Freinet, le vecteur accélération a pour expression A tangentiel fois U plus A normal fois N. Par identification, on peut trouver les coordonnées du vecteur accélération. Donc A tangentiel. En comparant les vecteurs unitaires U et U, nous pouvons dire que A tangentiel, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Et A normal égale à V carré sur R. Et R est appelé rayon de courbure. Le rayon de courbure de la trajectoire. Dans ce repère de Freinet,
le vecteur accélération a pour norme la racine carrée. Connaissant déjà les coordonnées tangentielles et normales du vecteur accélération, on veut dire que c'est la racine carrée de A tangentielle au carré plus A normal au carré. L'unité, c'est le mètre par seconde carré. Donc, voici le module du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Et vous avez aussi le module du vecteur accélération dans le repère cartésien. Mais, ce que vous devez retenir, que quel que soit le repère d'étude, le module du vecteur accélération reste toujours le même et il ne change pas. Donc, que vous passez ou bien que vous utilisez le repère de Freinet, le module reste toujours inchangé. Donc, vous avez les deux modules, c'est-à-dire que le repère de Freinet et le repère cartésien. Donc, nous avons le module du vecteur accélération dans le repère cartésien et dans le repère de Freinet. On retient que quel que soit le repère d'étude, le module reste toujours le même. Nous allons représenter le vecteur accélération, c'est-à-dire que dans le repère de Freinet, en représentant ses coordonnées, c'est-à-dire que A tangentielle et A normale. Et voici la tangente. Nous allons considérer que le mobile est en mouvement sur ce cercle. Autrement dit, nous avons un point mobile, par exemple, à trajectoire circulaire. Donc, en un point M, considérons que le mobile évolue dans le sens trigonométrique. Nous allons représenter le vecteur U. Voici le vecteur U. Et le vecteur N qui est toujours normal et centripète. Vous avez en un point M les vecteurs U et N, tangentiel et normal. Quelle est la direction et le sens de l'accélération normale? L'accélération normale, bien évidemment, elle est toujours sur la normale, mais centripète, c'est-à-dire de même sens que N. Voici l'accélération normale, AN. L'accélération normale a même sens que le vecteur unitaire N. Et l'accélération tangentielle peut être de même sens que le vecteur U, tout comme de sens opposé. À ces niveaux, le sens de l'accélération tangentielle peut varier. Nous allons considérer, par exemple, que l'accélération tangentielle soit opposée au sens du vecteur U. Voici la composante tangentielle, A tangentielle, A tangentielle. Donc, quelle sera la direction et le sens, la direction du vecteur accélération et son sens? Donc, c'est la résultante de ces deux vecteurs. Je construis un parallélogramme. À partir de là, je peux représenter le vecteur accélération. Voici le vecteur accélération dans le repère de Freinet. Donc, le vecteur accélération est la résultante de l'accélération tangentielle et de l'accélération normale. Et voici la direction du vecteur vitesse qui est celle de U. Le vecteur vitesse a même direction et même sens que U. Maintenant, quel est l'angle formé par le vecteur accélération et le vecteur vitesse? C'est cet angle-là. C'est un angle obtus, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés. Et lorsque l'accélération tangentielle a même sens que le vecteur vitesse, alors l'angle formé maintenant est réduit, il devient inférieur à 90 degrés. Et c'est dans ces deux cas qu'on peut parler de mouvement accéléré ou retardé. Donc, lorsque le mouvement est accéléré, l'angle formé par le vecteur accélération
et le vecteur vitesse est inférieur à 90 degrés. Mais pour ce cas présent, l'angle formé par le vecteur vitesse et le vecteur accélération est supérieur à 90 degrés. C'est un angle obtus. Donc le cosinus d'un angle obtus est négatif. Donc le mouvement devient retardé. Donc qu'est-ce qu'on retient? Lorsque est supérieur à 0, alors le mouvement est uniformément accéléré. A scalaire V est inférieur à 0, alors le mouvement est uniformément retardé. Et lorsque A scalaire V égale à 0, alors le mouvement est uniforme. Et lorsque le mouvement est uniforme, l'accélération n'est que normale. Et ici, le vecteur accélération a deux composantes. C'est que nous venons de voir ici, une composante normale et une composante tangentielle. Mais nous devons retenir que la composante tangentielle peut avoir la même direction et le même sens que le vecteur U, mais la composante normale, elle est toujours centripète. Autrement dit, elle a toujours la même direction que le vecteur N. Maintenant, pour savoir que le mouvement est accéléré ou retardé ou uniforme, il suffit de déterminer le produit scalaire A scalaire V. Lorsqu'il est positif, le mouvement est accéléré. Il est négatif, le mouvement est retardé. Il est nul, le mouvement est uniforme. C'est bon.